Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Vous avez le droit de savoir. Tous les matins, 8h30, 9h, parlons vrai avec notre invité. Est-on proche d'une trêve au Proche-Orient? De nombreux otages vont-ils être libérés? Notre invité ce matin, le général Olivier de Bavinkov, général de corps d'armée, ancien chef d'état-major des forces internationales en Afghanistan et de la FINUL au Liban, la force intérimaire des Nations Unies. Nous parlerons aussi de l'Ukraine. Peut-elle perdre la guerre contre la Russie? Nous parlerons aussi de l'armée française. Général Olivier de Bavinkov, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un accord de trêve se rapproche, a déclaré ces dernières heures le chef du Hamas. Israël n'a pas réagi, mais Benjamin Netanyahou dit ne pas vouloir arrêter les combats tant que les otages ne sont pas libérés. Nous n'avons jamais été aussi proches d'un accord pour les otages, dit de son côté la Maison-Blanche. Général, une trêve se précise? Je dirais qu'une trêve se profile. Probablement, mais je crois qu'il faut rester prudent. Oui. Car comme dans toute négociation qui évidemment répond aux intérêts de chacune des parties, le Hamas a intérêt à ce qu'une trêve soit mise en place, on pourra en parler. Israël a intérêt à ce qu'une trêve soit mise en place. Et l'ensemble des pays qui ont participé de près ou de loin à ces négociations extrêmement complexes, parce qu'ils ont des otages binationaux qui sont dans les mains du Hamas, eh bien, ont intérêt également à ce qu'une trêve se dessine. Mais, comme toujours, il ne faut pas imaginer un monde linéaire en la matière. Nous sommes dans cette phase extrêmement critique où tout peut basculer. Tout peut basculer, par exemple, si une frappe excessive d'Israël ou une erreur de tir manifeste est réalisée dans les 24 ou 48 heures qui viennent. Tout peut basculer également du côté du Hamas. Et évidemment, les interventions des uns et des autres peuvent également faire changer la donne. Général de Bavinkov, pression des familles, pression des négociateurs, le Qatar et l'Égypte essentiellement, pression des Américains, pression aussi des Européens, moindre importance. Tout cela pourrait conduire à un accord sur la libération. C'est ce qu'on dit, de 50 à 100 otages en échange de 300 Palestiniens emprisonnés en Israël, avec une trêve humanitaire de 5 jours. Pourquoi est-ce que le Hamas a intérêt à une trêve ? Le Hamas a intérêt parce que tout d'abord, il subit une pression extrêmement forte de ses bailleurs de fonds principaux. Oui. Et donc, nous avons tous décrit amplement la position multiple ou les facettes multiples du Qatar qui revêt des aspects qui nous sont extrêmement favorables et qui mène une politique extraordinairement complexe dans ses dimensions parce que nous sommes dans l'Orient compliqué et dans l'Orient compliqué, le raisonnement n'est pas forcément le même que le nôtre. Et d'autre part, le Hamas a intérêt probablement à cette trêve parce qu'il a besoin de compter ses hommes. Il s'est passé une profonde déstructuration de Tsahal, a porté des coups très durs en surface, sous la surface, des coups ciblés depuis maintenant le 27 octobre, mais auparavant la campagne aérienne avait déjà commencé, une campagne de ciblage. Et évidemment, c'est une déstructuration très importante des réseaux du Hamas à laquelle nous avons assisté. C'est cette phase préliminaire. Donc le Hamas a besoin de reconstituer, de compter ses hommes et reconstituer ses forces. Il a surtout certainement besoin de faire un état des lieux, des forces qui lui restent. Elles sont importantes encore, elles sont très significatives, mais il a besoin de restructurer à la fois ses circuits logistiques, de peut-être réorganiser son dispositif défensif au sein du Hamas, d'abandonner telle ou telle partie. Bref, il a quand même certainement, contrairement à Tsahal qui a une supériorité absolue dans toutes les dimensions, le Hamas, il est obligé de tenir compte avec les coups qui ont été portés et qui sont des coups très profonds. Et Israël? Quel est l'intérêt d'Israël? L'intérêt d'une trêve? D'abord, pression des otages, des familles. Pression très forte. À juste titre. C'est exactement ça. Je pense que pour Israël, la trêve ne se justifie pas d'un point de vue militaire. L'engagement de Tsahal est maintenant date du 27 octobre, un peu avant si vous comptez toute la campagne aérienne. C'est donc une durée relativement brève pour une armée aussi
performante, aussi professionnelle, aussi efficace que l'est l'armée israélienne. Donc la trêve en elle-même ne se justifie pas d'un point de vue opérationnel. En revanche, la question des otages, évidemment, la pression de l'opinion publique israélienne, d'abord, me semble-t-il, bien sûr, des pressions qui viennent de nos pays, des États-Unis d'Amérique, de tous ceux qui ont des otages. Et on a bien vu la semaine dernière le déplacement avec de nombreuses étapes de notre ministre des Armées, qui évidemment a joué un rôle très important dans ces négociations pour la libération, en tous les cas, des otages binationaux français et israéliens. Bien, regardons les choses clairement. Le Hamas, donc, a besoin de cette trêve. Israël, est poussé à cette trêve. Israël qui s'est engagé fortement en disant on va éradiquer le Hamas. Et tout à l'heure, avant l'interview, vous me disiez attention aux mots employés. Éradiquer. Est-ce que c'est possible d'éradiquer le Hamas ? Je vais essayer de pas être long. Oui. Je vais essayer d'être court. On est clairement dans une guerre asymétrique. Au fond, ce sont les guerres que nous avons menées depuis 20 ans. Oui. Depuis le 11 septembre. Oui. Dans ces guerres asymétriques, si on peut s'en prendre aux infrastructures et les détruire, souvenez-vous de la chasse à Al-Qaïda, Ben Laden, souvenez-vous des victoires tactiques remportées contre les talibans qui avaient été démantelés dans leur capacité à porter des coups. La vérité, c'est que on peut éradiquer les infrastructures. Et pour Israël, c'est un énorme changement de posture. À partir du moment où des roquettes ou des missiles ne partent plus de ce territoire de Gaza et ne portent plus des coups en Israël, ce serait déjà une victoire considérable au regard de la pluie de missiles et de roquettes que nous avons observée dans les jours qui ont suivi le 7 octobre. Mais éradiquer le mouvement Hamas en tant que tel, c'est, me semble-t-il, en tous les cas, dans un espace-temps tel que nous le concevons, quelques semaines, quelques mois, c'est de l'ordre de quelques années ou quelques dizaines d'années. Je ne vois pas très bien comment on éradique une idéologie, car c'est une idéologie meurtrière, violente, islamiste, extrémiste. Mais comment éradique-t-on une idéologie ? Il faut lutter contre par l'éducation, par la formation, par une aide économique, par une aide au développement. Mais tout cela porte ses fruits au fil des générations. Oui, Général, vous avez commandé la force internationale au Sud-Liban, donc vous connaissez bien. Vous êtes souvent au Proche-Orient. Attention, le Hamas n'a pas que des amis au Proche-Orient. Et certains pays se satisferaient de voir l'influence du Hamas considérablement diminuée. C'est vrai, ce que vous dites là est tout à fait juste. Il y a deux aspects. D'une part, le Hamas n'incarne pas la cause palestinienne, même s'il se sert de cette cause palestinienne. Personne ne reconnaît le Hamas comme l'interlocuteur unique de la cause palestinienne, qui par ailleurs est une cause légitime. L'ensemble de nos pays, la France notamment, défend le concept de deux États depuis le général de Gaulle. On a souvent tendance de citer le général de Gaulle, dont je le cite à nouveau. Mais la deuxième chose, c'est que pour les pays arabes et un certain nombre de pays arabes très puissants, limitrophes de cette région de Palestine, à l'évidence, le soutien au Hamas est un soutien extraordinairement tiède qui tient davantage compte des contraintes de l'opinion publique. Pensez à quel pays ? Je pense que l'Égypte, très grande puissance et très grande puissance régionale et très grand pays, je pense que l'Arabie Saoudite, très grande puissance régionale, ne soutiennent pas le Hamas, pour ne citer que les plus emblématiques de ces deux grandes puissances. Aussi. La Jordanie non plus, bien sûr. La Jordanie, mais ce n'est pas la même puissance. Rappelons-le, héberge 40% de sa population est palestinienne, en Jordanie. Absolument. Donc, ne l'oublions pas. C'est d'ailleurs, si vous me permettez d'aller une seconde, c'est assez intéressant dans cette affaire, c'est que nous avons presque une alliance à front renversé. C'est-à-dire que l'Iran chiite soutient le Hamas sunnite, à la limite en prenant une position incroyable. C'est vraiment une alliance de front renversé. Jamais, je le dis franchement, jamais je n'aurais imaginé, mais je manque beaucoup d'imagination comme beaucoup d'observateurs, il y a 15 ans, que l'Iran un jour soutiendrait le Hamas aussi officiellement.
Bien, vous avez commandé les forces internationales en Afghanistan, vous connaissez ces terrains, le sud Liban, vous connaissez, encore une fois, vous avez dirigé la FINUL, Israël menace le Hezbollah, Beyrouth pourrait subir le même sort que Gaza, c'est ce qu'a dit le gouvernement israélien, mais le Hezbollah, lui, se contente, entre guillemets, de lancer des drones, de tirer des obus, des missiles sur l'armée israélienne dans le nord d'Israël, mais ça ne va pas plus loin. Pourquoi, général ? Alors, je pense que là, nous sommes dans un jeu qui est un jeu très très important et peut-être beaucoup plus important, si tant est que l'on puisse caractériser et classifier ce que nous observons actuellement dans ce territoire de Palestine qui est extraordinairement meurtri des deux côtés. Le jeu, c'est le jeu iranien. Oui. L'Iran essaye d'accéder à la possession de l'arme nucléaire depuis 30 ans. S'est engagé dans un programme ambitieux d'accession de l'arme nucléaire. L'Iran a peur. L'Iran a peur qu'Israël vienne détruire ses infrastructures, justement, préparant cette arme nucléaire. Ce qui est certain, c'est que les messages qui ont été envoyés par les États-Unis sont sans ambiguïté. Lorsque vous déployez 2 groupes, voire presque 3 groupes aéronavals, de la puissance d'un groupe aéronaval américain, un seul groupe aéronaval américain, cette puissance incommensurable. Seuls ceux qui ne se rendent pas compte de ce que c'est les éléments de puissance en parlent en disant on a mis quelques bateaux en Méditerranée. Non. La puissance est incommensurable. Ça veut dire quoi incommensurable? C'est-à-dire que ces groupes aéronavals, chacun d'entre eux doit détenir à peu près la puissance de feu de l'ensemble des belligérants de la Première Guerre mondiale pendant la durée de la guerre. Non. C'est ça la puissance incommensurable. D'abord, ce sont des groupes aéronavals qui portent l'arme nucléaire. Oui. Ce sont des groupes aéronavals qui ont une aviation de combat considérable et qui ont des capacités de frappe longue distance avec des missiles de croisière qui sont d'une précision absolue et ininterceptable, en tous les cas dans le cadre du Moyen-Orient. Donc la puissance est incommensurable. Donc je pense que le signal... Donc l'Iran a peur ? En tous les cas, l'Iran a beaucoup à perdre. Oui. Tant que l'Iran fait l'effort de se doter, je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis cliniquement les faits. L'Iran, depuis 30 ans, un peu plus, essaye d'accéder à la possession de l'arme nucléaire qui revêt 3 aspects. Le missile stratégique qui peut porter à grande distance, avec la précision nécessaire, les capacités de communication et de transmission pour ne pas être interceptées, et la bombe nucléaire qui doit être miniaturisée pour être mise dans la tête du missile. Tout ceci, ce sont des enjeux de très haute technologie. Probablement que l'Iran est relativement près du succès en la matière. Je suis incapable de vous dire, et je ne sais pas si un expert peut vous dire à combien nous sommes. À 3 mois, à 3 ans, je ne sais pas. En revanche, l'Iran a beaucoup à perdre. Vous imaginez bien qu'un mouvement excessif de l'Iran ou de ses proxys, le Hezbollah, vis-à-vis d'Israël, provoquerait une réaction, et que cette réaction annihilerait peut-être les efforts que l'Iran a entrepris depuis très longtemps. Donc l'Iran est dans cette position où elle a soutenu fortement le Hamas, et en même temps, elle ne veut pas qu'un pas de trop soit commis maintenant. Bien, il y a une intense activité diplomatique, hein, vous l'avez vu. Intense, aujourd'hui même, à Moscou par exemple. Le ministre russe des Affaires étrangères reçoit les ministres des Affaires étrangères de nombreux pays arabes, notamment de la Ligue arabe. Nous avons aussi une vidéoconférence des BRICS, les fameux pays Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, sur le Proche-Orient. La France, Emmanuel Macron, a correspondu par téléphone avec Xi Jinping. Est-ce qu'il y a une volonté derrière tout ça de mettre un peu à l'écart les États-Unis ? Sincèrement, vous savez, on entend toujours parler du recul des États-Unis, du fait que les États-Unis perdent de leur influence. Moi, il me semble que je le dis je le dis en étant surtout français, mais je dis que les États-Unis continuent de faire rêver.
Oui. Le rêve américain, il continue d'exister à tout point de vue, du point de vue économique, du point de vue industriel, du point de vue culturel. Ce rêve américain continue de faire rêver. Et tant qu'il continue de faire rêver, tant que les uns et les autres préféreront s'exiler aux États-Unis plutôt que s'exiler à Moscou ou à Pékin, il me semble que les États-Unis ont encore du temps devant eux avant que ceux-ci se réduisent. La force, c'est ce que a déclaré Dominique de Villepin, qui s'est exprimé plusieurs fois autour de ce Proche-Orient. Et il a dit « La force ne permet pas d'assurer la sécurité d'un peuple ». Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ça, vraiment pas du tout. Je pense que là, nous sommes rentrés... Nous ne l'avons pas forcément voulu. Ça, oui. Je comprends que l'on exprime une opinion où on dise que, évidemment, la coexistence pacifique que nous avons mise en place, notamment en Europe, à la suite des conflits mondiaux, ne repose pas sur des relations de force. Mais aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un monde d'une extrême brutalité, pas de notre fait. Ce n'est pas les démocraties qui ont voulu Au contraire, elles ont été assez iréniques. Et elles ont été, pardonnez-moi l'expression, assez bisounours. Et leur personnel politique a été éduqué ou biberonné dans cette ambiance bisounours. Nous rentrons dans un monde d'une très grande brutalité où les rapports de force seront d'abord ceux qui auront de l'influence et seront écoutés. On peut ne pas aimer cela. On peut considérer que c'est un recul en arrière. C'est un fait. Et ce fait, il faut en tenir compte. C'est ce que fait d'ailleurs la France, qui réarme très sérieusement depuis 2018 et qui a fait un effort budgétaire qui n'avait jamais été observé depuis cette phrase funeste utilisée par un autre Premier ministre, des dividendes de la paix à la fin d'un autre ex-Premier ministre. J'ai bien compris, Dominique de Villepin prononce des phrases funestes. Hein. Non, en l'occurrence, ce n'était pas lui. J'ai pas compris. Au lendemain de la chute du mur de Berlin. J'ai bien compris, Olivier de Bamankov. Un mot, je vais vous parler de l'Ukraine, mais un mot quand même, puisque vous me parliez des forces françaises. Est-ce que la France est toujours en capacité de se défendre militairement ? Mais oui, bien sûr. Oui. Non, parce qu'il y a des débats autour de l'armée française ne tiendrait pas 8 jours face à un envahisseur, ou 15 jours, ou 3 semaines, je ne sais pas, face à un envahisseur dans une guerre conventionnelle. Hein, bien sûr, parce que n'oublions pas notre force nucléaire. Mais exactement, il faut raisonner à partir de notre position géographique. D'abord, nous ne sommes pas à l'est de l'Europe, nous sommes à l'ouest de l'Europe. Nous sommes environnés par des pays amis. Nous participons à des alliances qui sont des alliances extraordinairement puissantes. L'OTAN est l'alliance la plus puissante au monde. Et enfin, nous disposons de capacités, d'une puissance militaire complète. Alors on peut estimer que dans le domaine classique, nous n'avons pas assez d'avions, de bateaux et de chars, mais nous disposons de l'arme nucléaire, et donc bien évidemment que la France saurait réagir et saurait combattre. Édouard Philippe évoquait récemment un possible rétablissement du service militaire. Vous aviez dit, je me souviens d'une interview que nous avons faite il y a quelques années, le service militaire véhicule l'idée que la France a la volonté de se défendre, et puis une nation en armes unifie et rassemble. Nous avons besoin d'unité, de rassemblement aujourd'hui en France. Est-ce que ce serait bien de rétablir le service militaire, utile dans tous les cas ? Non, j'ai pas changé d'avis sur le sujet. J'ai pas du tout changé d'avis. Le monde d'aujourd'hui est un monde qui nécessite une réactivité considérable, des moyens de fulgurance, c'est-à-dire des moyens de frapper très loin, très fort, pour dissuader l'adversaire, très vite, très loin, très fort, très vite. Et tout ceci repose sur une armée professionnelle dont on peut regarder, je dirais, l'étiage, c'est-à-dire est-ce que il faut augmenter un tout petit peu, mais c'est à la marge. Il me semble, non, qu'on établisse un service qui ait une autre vocation que le service militaire, ce pourrait être extraordinairement ambitieux et passionnant pour notre pays. Mais un service militaire au sens où nous l'entendions avant les décisions du président Chirac en 1995, ça me semble complètement hors de portée et hors de propos. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, dans une interview à The Economist, a dit, il y a quelques jours, qu'aucun des deux belligérants ne pouvait remporter une victoire militaire, guerre figée, une sorte de drôle de guerre, en quelque sorte. Et aujourd'hui, beaucoup disent, mais l'Ukraine pourrait même perdre la guerre. La question n'est plus taboue. Est-ce que l'Ukraine peut perdre la guerre ? Je ne l'imagine pas.
Mais que je ne l'imagine pas du tout. Parce que le soutien que reçoit l'Ukraine est très important. Il y aura peut-être des aléas dans le soutien à l'avenir, mais pour l'instant, le soutien est extrêmement important. Je ne l'imagine pas. En revanche, que la situation se fige, c'est-à-dire que les Russes ne puissent pas, évidemment, relancer d'offensive et que les Ukrainiens ne disposent pas des capacités suffisantes pour leur permettre de porter des coups décisifs dans la profondeur du dispositif russe aventuré sur leur sol, ferait que nous arriverions à une situation plus ou moins figée. Le problème, c'est combien de temps va durer cette situation figée avec les conséquences que cela entraînera en termes de relations internationales d'une part, en termes d'équilibre entre l'Est de l'Europe et l'Ouest, et en termes de relations évidemment économiques et culturelles. Est-ce que ça veut dire que, inévitablement, les deux belligérants seront conduits à une table de négociation ? Oui, mais ce qui s'est accumulé en termes de haine et de ressentiment et de destruction est d'une telle nature qu'on pourrait se retrouver plutôt face à une situation gelée, je dirais pas comme la Corée du Sud et la Corée du Nord, mais peut-être comme Chypre ou quelque chose comme ça, qui pourrait durer pendant des années et des années, sans qu'une solution pertinente ne se dégage. Avec un front toujours le même, à quelques mouvements près, Donbass avec la Crimée qui resterait russe. J'ai un dernier mot, nous allons tout à l'heure débattre autour du film de Ridley Scott, Napoléon. J'avais simplement envie de vous poser cette question. Est-ce que, à vos yeux, Napoléon était un grand stratège ? Général. Napoléon ? Bien sûr. Très grand stratège. Très grand stratège. Cette capacité à décider dans l'instant, après avoir mûri des réflexions. Je pense notamment à ce qui constitue peut-être pour moi l'élément le plus extraordinaire de la carrière incroyable de notre empereur, dont il faut être extraordinairement fier, c'est l'empereur Napoléon Ier. C'est cette bascule lorsqu'il se rend compte en 1805 qu'il ne peut, en 1804 ou 1805, j'ai un trou de mémoire, vous voyez, ça n'a pas d'importance, les auditeurs me le pardonneront, qu'il se rend compte que l'envahissement de l'Angleterre n'est pas à sa portée, que ce sera la grande armada qui a disparu dans les flots de la mer du Nord et de la Manche. Et donc, il bascule instantanément son effort. Mais basculer à l'époque, c'était quand même beaucoup marcher à pied. Et il reporte son effort, et le 2 décembre, c'est la bataille d'Austerlitz, en République tchèque d'aujourd'hui, du côté de Brno. Donc c'est une bascule 1805, complète. Austerlitz. 1805. Donc voilà, il quitte la zone de Calais, se rendant compte que l'envahissement de l'Angleterre n'est pas à sa portée. Il ne sera pas Guillaume le Conquérant. Il ne sera pas Guillaume le Conquérant. Et il bascule instantanément pour infliger une des défaites les plus cinglantes que les pays coalisés aient subi de la part de la France. C'est un immense stratège. C'est un stratège fulgurant. Le problème, c'est que sa fulgurance, c'est 15 ans. C'est 15 ans de l'histoire de France. C'est pas beaucoup. Ou 17 ans, ou 18 ans. C'est pas grand-chose. Souvenons-nous de l'aventure égyptienne. Souvenons-nous de l'Espagne. Souvenons-nous de l'Italie. Souvenons-nous des campagnes incroyables. Merci, Général Olivier de Babenkow, d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio.